Un super topo qui amène plein de questions, à la fois sur le chat ici, et puis moi, ça m'en appelle plein. Donc, on va passer la parole à Jean-Michel pour finir, et puis on reviendra sur toutes ces questions. Et donc maintenant, imaginons que notre sujet AG arrive en unité de soins critiques. Merci Jean-Michel de nous donner un peu les grands points de focus un peu sur ce qui change chez ces patients de grand âge. Déjà, ce qu'on va espérer en soins critiques, c'est ce qui a été fait en amont, quand on est sur du périopératoire, a été bien fait, parce que quand on part avec un boulet, on le traîne pendant un bon moment. C'est une vraie problématique quand même pour les acteurs de soins critiques. Moi, j'ai le souvenir d'un topo qui avait été fait à la SRLF, chez nos amis de la SRLF, au milieu des années 80, qui était « Est-il éthique d'admettre en réanimation un patient de plus de 50 ans ?» On est très très loin de ça. L'âge n'est plus du tout une limite à l'admission en réanimation, quel qu'il soit. Ce qui reste une limite, c'est le service rendu potentiel qu'on essaie d'évaluer avant d'admettre les patients, qu'il faut essayer de garder à l'esprit quand on les prend en charge. Et ça veut dire ne pas rajouter d'hiatrogénie ou en rajouter le moins possible. Je ne reprendrai pas tout ce qu'a pris Valérie sur le plan pharmaco. Néanmoins, on est obligé d'en tenir compte. On a une première classe de médicaments qui vont être des médicaments où on a un effet cible et où c'est quand même beaucoup plus facile. On ne fait plus de sédation lourde ou quasiment plus de sédation lourde en réanimation, donc on va pouvoir cibler ce qu'on fait et donc adapter. Et effectivement, la sensibilité aux opiacés est majeure chez ces patients. Et nécessite une connaissance et une réactivité des équipes soignantes notamment qui est majeure, parce qu'on peut se laisser embarquer très très vite. Je crois qu'encore plus que dans la population générale, chez le sujet âgé, les benzodiazépines doivent être abandonnés pour la sédation des patients en réanimation. Et là, pour faire un clin d'œil sur ce que je disais, ça dépend un peu aussi de ce qui a été fait en amont. Le prix de 1 heure, 2 heures, 3 heures de midazolam à 5 mg/h mis dans un camion ou dans un service de déchocage est dramatique pour un sujet de 80 ans. Donc là, il y a un vrai warning là-dessus. Le reste, c'est juste de l'adaptation. C'est faire au moins aussi bien que ce qu'on fait d'habitude et probablement essayer de faire un petit peu mieux. Peut-être que ce qui est plus difficile, c'est d'aborder les médicaments où on n'a pas un effet cible évident. La noradrénaline, on a une cible qui est évidente. Les produits de la sédation ou de l'analgésie, on a une cible qui est évidente. Les antibiotiques, par exemple, on n'a pas de cible évidente. On a une cible PKPD en fonction de la bête et de sa localisation. Comme le disait Christophe, ce sont des patients qui ont souvent une histoire d'hospitalisme assez importante et donc de portage de bactéries pas souvent sauvages. Donc le recours à des antibiotiques dont ils ont besoin, parce qu'une fois de plus, le service rendu, c'est de sauver des vies, de sauver des vies vite. Donc on ne peut pas se permettre d'être sous-dosé. Par contre, là aussi, le prix d'un surdosage antibiotique est dramatique. Quand on regarde sur une molécule, par exemple, comme le cefepime, qui est quelque chose qui est utilisé très fréquemment pour des entérobactéries, notamment de type 3, et donc très fréquentes chez ces patients un peu en hospitalisme. L'accumulation, le surdosage en cefepime a un tel retentissement en termes de délirium et en termes d'atteinte neurologique un peu aspécifiques, mais qui donne des troubles de la conscience, des tremblements, etc., qui fait qu'on ne peut pas avancer et on prend du retard, voire même on va se poser des questions de limitation des thérapeutiques sur un problème qui est purement iatrogénique. Je crois que là, il y a un vrai warning. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces molécules où il n'y a pas d'effet cible évident? Je crois qu'il faut faire du dosage et qu'il faut doser très largement, très régulièrement. On sait, on est né avec la culture de sous-doser les antibiotiques, ça tue. Je crois qu'il faut quand même qu'on intègre que surdoser, ça peut tuer aussi, au moins sur ces populations qui sont les plus fragiles. Après, peut-être qu'on peut dire un mot des médicaments pas totalement adaptés, qu'il va falloir essayer de limiter. J'entends bien la problématique des anticholinergiques. J'irai un peu au-delà, qui est de dire il y a des médicaments qui sont potentiellement pas adaptés, mais dont on a absolument besoin pour la prise en charge en réanimation. Et donc, à nous juste de faire ça de façon la
plus adapté pour le coup possible. Par contre, sur le peu de littérature qu'il y a, parce que vous m'avez quand même filé un sujet sur lequel la littérature tend vers moins l'infini, il y a une littérature assez inquiétante sur les ordonnances de sortie de réanimation. Et ce qui a été prescrit en réanimation a une tendance à durer dans le temps, voire très très longtemps. Et là, je crois qu'il est de la responsabilité de tout le monde de mettre un vrai warning là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut essayer de nettoyer les ordonnances au moment où on fait sortir les patients de réanimation. Et quand on est de l'autre côté, en salle, en soins renforcés pour être dans la thématique actuelle de la DGOS, je crois qu'il faut qu'on prenne l'habitude de vérifier ce qui est prescrit et de le limiter potentiellement. Je crois qu'il y a on ne peut pas, sous le dogme qu'on fait de la réanimation, qu'il faut sauver à tout prix, utiliser n'importe quoi. Mais il est dangereux en tous les cas de continuer. Je crois que ces problèmes d'adaptation des molécules chez les patients âgés doivent nous rappeler en permanence vers le but d'admettre ces patients en réanimation. C'est d'aller vite. Deux, d'essayer d'avoir un service rendu qui est de les ramener à l'état initial. Et c'est vrai pour tous les patients de réanimation, mais là, pour le coup, on a un peu de littérature qui montre que chaque journée de perdue chez un patient âgé, donc de plus de 50 ans, hein, contrairement à ce qui avait été dit initialement, je ne sais pas où on met le cut, probablement 70, peut-être 75, chaque journée de perdue se paye cash. Et toute non-adaptation des posologies de médicaments, d'hypnotiques, de morphiniques, d'antibiotiques, de ce qu'on veut, va générer cette augmentation de séjour et qui est éminemment délétère pour nos patients. Donc voilà, je crois qu'on a, avec peu de littérature, donc une vraie nécessité à avoir une réflexion médicale avancée, des médicaments ciblés sur lesquels c'est assez simple d'adapter, mais si on prend la peine d'écouter un peu ce que dit Valérie, et d'anticiper, notamment quand on a des molécules qui traînent, quand on a des molécules qui vont s'accumuler, ce qui est le cas pour certains morphiniques. Il faut arrêter de penser que la demi-vie du sufentanil, elle est courte. Quand on regarde la demi-vie contextuelle du sufenta, elle est dramatique. Pour peu qu'il y ait une touche d'insuffisance rénale, ça n'en finit plus. Donc il faut vraiment qu'on ait un peu de connaissances et beaucoup de raisonnement, parce que ça ne sert à rien d'admettre des patients en réanimation sur un plan sociétal si c'est pour qu'on aggrave leur état en étant mauvais sur la gestion de ces médicaments. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette. Merci beaucoup Jean-Michel. À nouveau merci à tous les quatre pour ces excellents topos. Alors plein de questions sont arrivées là dans les 5 dernières minutes. D'autres vont probablement encore arriver. Donc je vais vous les poser. On va pas entamer la discussion. On va essayer peut-être de faire des réponses les plus courtes possibles pour avoir le temps de toutes les poser parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Nejma, on va commencer par la partie analgésie. La première question qui nous est posée, c'est les AINS. Donc, il y a visiblement par un collègue ou une collègue qui avait un petit peu de frein à les utiliser, qui dit est-ce qu'en post-opératoire immédiat, si finalement on revient à des traitements courts de 48-72 heures, est-ce que je m'épargne un peu toute la potentielle toxicité sur le rein, l'estomac? Est-ce qu'à ce moment-là, avec une stratégie de prescription comme ça, c'est une bonne idée? Alors oui, c'est une bonne idée, à condition d'être sûr, bien sûr, d'avoir aucune contre-indication, aucune inquiétude sur, on va dire, l'hémodynamique rénale en post-opératoire. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en chirurgie orthopédique, vous avez des redons qui donnent un petit peu, ça saignote, il y a potentiellement un retard de remplissage, ou un patient qui est fébrile avec pas mal d'inflammation, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer les anti-inflammatoires, même si on en a très envie. Je veux dire, la vigilance est vraiment de mise. Au-delà de 85 ans, chez le grand vieillard, on lit souvent que c'est vraiment à éviter. En dessous de cet âge, sachant que l'âge physiologique n'est pas un cut-off en soi et qu'on n'a rien dans la littérature qui nous oriente, c'est vraiment une question de prudence et il faut intégrer la dynamique d'évolution du patient pour l'utilisation de ces AINS. Alors, il y a un message visiblement donc, qui est bien passé avec le côté warning sur le tramadol ou le tramadonte et le risque anticholinergique du néfopam. Et donc, un ou une collègue nous demande aussi, de fait, si j'ai envie d'éviter ces molécules, reste-t-il des solutions dans les antalgiques de palier 2 ? Peut-on faire quelque chose ou finalement peut-on quand même les prescrire mais en faisant plus attention ?
Alors, c'est une question, qui est difficile parce qu'à partir du moment où, je ne peux pas prescrire, d'INS et où, je ne veux pas prescrire, de Nefopam qui est déconseillé ou de Tramadol, parce que voilà, c'est un patient à risque, une réserve cognitive potentiellement, basse, eh bien, il me reste, le paracétamol, et la morphine. Il y a peut-être des questions sur, d'autres, opioïdes, et en particulier, l'opium, qui lui a peut-être un profil de sécurité, alors je mets beaucoup de guillemets, qui est un petit peu plus favorable, mais si on s'en tient strictement aux recommandations actuelles, c'est morphine, paracétamol. D'accord, merci. On va passer, je vais récupérer ça parce que j'ai une question pour Valérie. Un élément qui n'a pas été abordé dans ton topo, qui était par ailleurs extrêmement complet déjà dans le temps imparti. Quid de la prévention des NVPO? Est-ce que finalement on ne doit pas faire de dropéridol parce que neuroleptique? Est-ce que la Dexa c'est possible? Est-ce que c'est à la même dose? Est-ce qu'on doit prévenir plus ou moins les NVPO chez le sujet âgé? On doit prévenir de la même façon les NVPO chez le sujet âgé. Effectivement, le dropéridol, si on peut l'éviter, c'est mieux. La dexaméthasone, on l'a fait comme d'habitude. D'accord, donc 4 à 8 mg, d'accord, donc message important. Deuxième question, comme ça j'imagine en ayant écouté que la réponse est oui, mais doit-on donc abandonner la sédation des personnes âgées opérées de cataracte en chirurgie de cataracte? Apparemment la pratique de ce collègue était benzodiazépine droléptan. Oui. Voilà, et donc la deuxième question, c'est quelle alternative proposer? On peut faire de la sédation soit au propofol, soit avec des médicaments réversibles comme le rémifentanil. Le propofol, on va avoir une perte de conscience plus volontiers, c'est-à-dire que le malade ne va pas être coopérant, il ne va pas ouvrir l'œil ou rester immobile quand on lui demande. La sédation au rémifentanil, c'est possible. On a une analgésie puissante. On a un malade qui reste conscient, qui respire sur ordre, qui reste immobile ou répond aux ordres simples. Et pour le mode d'emploi, c'est pas sans vouloir faire de la publicité. Il y a une note technique écrite par des collègues et moi-même dans Anesthésie et réanimation de l'année dernière au moment du Covid pour expliquer comment on peut faire de la sédation procédurale au rémifentanil. D'accord. Je crois que Jean-Michel, tu avais une question aussi à poser à Valérie. Oui, pour rebondir là-dessus, une question à Valérie. Est-ce qu'on peut envisager de faire de la dexmédetomidine chez ces patients-là? Au bloc, hein, j'entends. Alors, il y a quelques papiers qui commencent à sortir en disant que la dexmédetomidine préviendrait les dysfonctions cognitives, ou en tout cas, il y a une moins grande incidence. Par contre, effectivement, le problème de la dexmédetomidine, c'est que c'est un médicament qui est long à s'installer. Il faut entre 20 et 30 minutes pour installer l'effet. C'est long à atterrir, en particulier quand on a des dysfonctions d'organes. Donc, c'est possible par des gens qui savent la manier, qui la manient souvent et quand ils ont le temps. Alors Jean-Michel, du coup, je ne peux pas résister. Tu as ouvert la porte au bloc opératoire. Tu nous as dit qu'il y avait des médicaments dont c'était assez facile parce qu'il y avait une cible évaluable, dont la sédation avec votre indice préféré, votre score préféré. Mais finalement, pour arriver au même RAS, Ramsay ou autre, est-ce qu'en réanimation, il y aurait un intérêt à utiliser une molécule plutôt qu'une autre, peut-être les halogénés, peut-être la Dexmed? Est-ce qu'on sait? Ou est-ce que si votre protocole est peut-être un petit peu old-fashion, est-ce qu'il ne faut pas qu'on commence par amener du rémifentanil ou de l'évoque ou pourquoi pas du monitorage par le bis en réa chez ces patients-là? Qu'est-ce que toi tu fais? Alors déjà, je crois qu'on ne peut plus poser la question en disant votre score préféré. On fait du RAS pour évaluer le niveau de sédation, on fait du BPS et de l'EVN ou de l'EVA pour évaluer l'analgésie. Là, il n'y a plus de discussion. Je crois qu'on a passé le cap de chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Ça s'est terminé. C'était il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a un effet molécule? Clairement, les recos étaient de dire on se fout un peu des molécules, ce qu'il faut c'est évaluer, etc. Ça, c'était là aussi l'ancien temps. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie place pour le choix des molécules. On va manquer d'essais. Les essais, notamment avec le rémifentanil en réanimation, n'ont pas été bien faits, puisqu'à chaque fois, c'était de la non-infériorité sur le fait de pouvoir mettre les patients dans une analgésie correcte par rapport à la morphine. Ça marche. L'impact est pas majeur. Il y a un ou deux papiers rétrospectifs, je sais qu'on avait publié une grande série, qui montrent que c'est plus maniable. Clairement, c'est plus maniable. Il n'y a pas de surrogate de l'hyperalgésie en réanimation avec le rémifentas. Ça n'existe pas, probablement parce qu'on a des doses plus basses. Je crois, moi, que c'est un vrai produit qui est facile à manier. Il faut bien penser qu'on a des infirmiers et des infirmières qui
n'ont pas de formation spécifique en réanimation, qui n'ont pas la connaissance de tous les morphiniques. Donc il faut faire simple, et celui-ci a un effet qu'on manie bien et qui, chez les personnes âgées, est à mon sens encore plus intéressant. Est-ce qu'il faut faire des halogénés ? Probablement. Je crois que le but, c'est vraiment de dire on ne fait pas de sédation profonde, mais quand on a besoin d'en faire, il faut en faire avec des molécules maniables. Le propofol, c'est mieux que les benzos, mais tous les modèles le montrent, et notamment chez le sujet âgé, quand on fait 24, 48, 72 heures de propofol, on a une accumulation d'une demi-vie sexuelle qui commence à s'allonger de façon considérable, ce qui n'existe pas avec les halogénés. Donc probablement une bonne cible. Et pour finir de répondre à ta question, la place de l'ADEX, de mon expérience clinique, c'est excessivement maniable, excessivement facile à manier, avec des résultats intéressants. Quand on regarde la littérature, il y a quand même un signal très très fort sur une amélioration de la survie quand on compare l'ADEX au propofol, par exemple. Donc oui, probablement que chez ces sujets âgés, donc la littérature bascule, et tu le sais bien, à partir de 70 ans, il y a un vrai signal pour dire peut-être qu'on diminue la hétérogénie, mais en tous les cas, on améliore la mortalité en faisant de l'ADEX. Et avec une échelle de temps qui n'est pas celle du bloc de la cataracte, donc avec un petit peu plus de temps pour que ça s'installe et un petit peu plus de temps pour que ça émerge. Complètement, ce qu'a dit Valérie est très vrai, et il faut le rappeler à tous ceux qui utilisent l'ADEX, même en réanimation, ce n'est pas un médicament de l'urgence. Il faut au moins un quart d'heure pour qu'on commence à avoir un petit effet qui effectivement se majore au bout de 30 minutes. La demi-vie sexuelle, elle est plus proche de 2 heures, 2 heures et demie, donc c'est pas dramatique, mais c'est pas un médicament de l'urgence. Mais je sais qu'il y a des papiers faits notamment sur l'anesthésie procédurale chez les enfants. Chez les enfants un peu compliqués à l'IRM ou pour les soins dentaires, et ça marche très bien, mais il faut prendre le temps. Alors, autre question là, sur quelque chose qui est très pratique. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent chez tout patient de soins critiques. On va dire l'additivité, la synergie un peu négative de plusieurs médicaments ou stratégies, le scanner injecté, l'avancomycine, les aminosides sur la toxicité rénale. On a vu qu'il y avait une baisse une réduction néphronique, un rein peut-être plus fragile. Est-ce que toi, dans ta pratique, ça modifie justement sa conception de jusqu'à combien de médicaments ou de stratégies pour prévenir la toxicité rénale? Est-ce qu'on va faire plutôt de la Ginta? Est-ce qu'on va essayer d'éviter la vanco? Est-ce qu'on doit, est-ce que ça impacte chez le sujet âgé qui est plus fragile la façon de gérer un peu tous ces médicaments qui peuvent accumuler une toxicité rénale? Bien sûr, ça impacte, et ça doit impacter, parce que l'espoir qu'on a eu pendant longtemps de dire c'est pas grave, on fait de l'épuration extra-rénale et ça passe, c'est faux. Hein. L'épuration extra-rénale, ça tue, et ça tue encore plus les personnes âgées, donc il faut essayer de le prévenir. Je crois que les signaux sont un peu les mêmes, mais c'est aminoside, cure courte, et surtout pas de cure prolongée. Chaque fois qu'on peut éviter la vanco parce qu'on n'a pas un foyer pulmonaire, il faut utiliser d'autres glycopeptides qui n'ont pas de toxicité rénale. Je ne fais pas de pub comme ça, mais clairement, il faut essayer de favoriser ça. Il faut limiter l'emploi des diurétiques parce que ça aggrave la fonction rénale chez ces patients-là. Mais c'est de la bonne médecine, c'est de la RAC. C'est éviter ce qui est toxique, faire ce dont on a besoin. Je crois qu'il ne faut pas refuser un scanner injecté quand on a un doux diagnostic sur un abcès, parce que les abcès, ça tue encore plus. Mais essayer de limiter le cumul des mentins sur la toxicité rénale, sur la toxicité auditive, qui a un problème majeur, et sortir ces patients des lits et les réhabiliter vite. Et en gardant en esprit cet aspect un peu cumulatif, je pense qu'il ne faut pas, s'il n'y a qu'une molécule et pas d'autres facteurs d'agression, il ne faut pas s'interdire les choses, mais c'est vrai peut-être, au lieu de se dire on en est déjà à 3-4 stratégies pour agresser le rein, peut-être de descendre un peu. Et voilà. Tu as entièrement raison. Christophe, une question autour de l'ALR. Une première question, donc un collègue qui nous dit que en ALR neuraxial, il y a un effet dose, mais aussi un effet volume. Et donc, si tu nous dis qu'il faut baisser un peu les doses, est-ce qu'on a le droit de diluer, de rajouter des choses pour garder finalement cet effet volume tout en ayant moins de milligrammes d'anesthésique locale? Alors, je vais répondre à la question. J'en reviens juste à la cataracte, à l'exemple de la cataracte. La meilleure sédation, c'est qu'il n'existe pas en cataracte. Sédater les gens âgés sous les champs, c'est un danger. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut une très bonne loco régionale, point à la ligne. Je réponds à la question tout à l'heure. Pour la question qui m'a été posée, c'est-à-dire le volume pour l'arraché-anesthésie, non, ce qui est important, c'est la dose. C'est le niveau de ponction et c'est la baricité du produit. D'accord ? Ce sont les éléments fondamentaux chez le sujet âgé, comme chez le sujet moins âgé de toute manière. Mais chez le sujet âgé, il y a aussi des modifications au niveau du volume du liquide céphalorachidien. Il y a aussi quelquefois une réduction de la
des dimensions du sac en particulier, qui fait que si vous mettez des gros volumes, vous allez avoir inévitablement, avec une petite dose, vous allez avoir une hauteur qui est imprévisible, surtout avec les formes isobars. Donc on n'utilise pas ce genre de choses. On fait comme d'habitude, la dose, la dose, la dose. D'accord, donc ça, un message qui est bien passé. Tu ne nous as pas parlé peut-être parce qu'il n'y a pas de différence, mais est-ce qu'il y a une différence entre les molécules elles-mêmes? Est-ce que chez Sujet AG, on fait plus de la ropie, de la bupie, de la lévobupie? Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce que finalement, c'est Aucune différence en termes de choix de molécules pour les patients. C'est encore une fois la position, l'injection et la dose. La L-bupivacaïne est moins toxique, cardiotoxique que la bupivacaïne. La ropivacaïne de la même manière. La durée de la ropivacaïne est plus courte que la L-bupivacaïne, à dose équipotente, puisqu'on n'a pas dans la même puissance. Ce qu'il faut choisir, c'est un peu comme on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre le patient dans le circuit du choix du produit pour pouvoir lui permettre de passer l'acte opératoire et ensuite pouvoir se réhabiliter le plus tôt possible. Donc, on s'adapte à sa structure, à ses chirurgiens, à la pathologie et aux comorbidités. Je ne peux pas vous donner une recette. Chez moi, je vais utiliser par exemple de la L-bupivacaïne pour telle pathologie, peut-être de la ropivacaïne pour l'autre, mais peut-être dans d'autres structures, c'est un choix sera porté par vos contraintes. Vos contraintes aussi de la réalisation de la rachénesthésie. La faites-vous dans la salle d'intervention, pareil, je prends le col du fémur, en position latérale si c'est une prothèse intermédiaire, très bon choix, vous faites vous modifiez la baricité, ou si c'est un clou gamma, on est plutôt en dorsale avec une chirurgie qui est beaucoup moins traumatisante en termes de guillemets, et donc moins de hauteur de rachénesthésie et un bloc nerveux périphérique avec une sédation, ça peut aussi très bien marcher. Donc là encore, la structure, le choix et comment vous êtes organisé. Et donc finalement, pas le choix de l'âge, en tout cas sur le choix de la molécule, plutôt le choix de la structure et des habitudes. Est-ce que la sarcopénie, que tu as très bien décrite, modifie nos repères ou nos façons de réaliser, que ce soit éco-guidé ou autre, la façon pratique de réaliser la LR? Oui, la sarcopénie modifie les reliefs échographiques, le fascia aussi est modifié, et les fascias entre eux. Donc si par exemple, pour revenir sur le fémur, pour un bloc fémoral, la forme du psoas est complètement modifiée, et quand on parle du pain block, qui est une stratégie d'analgésie loco-régionale particulière, on va chercher l'extension du tendon du psoas. C'est quelque chose qui est faisable, mais pas toujours, parce qu'en fait, il est très difficilement identifiable alors que c'est le patient chez qui on va le proposer. D'un autre côté, la sarcopénie, on peut avoir des sarcopénies chez le patient âgé obèse, parce qu'en fait, c'est que de l'infiltration graisseuse, et là aussi encore, le relief musculaire disparaît, et donc ça peut être difficile. Merci. Une avant-dernière question, parce que malheureusement, le temps tourne très vite, pour Nejma et Jean-Michel, parce que je crois que vous avez abordé tous les deux les choses. Donc, bon, on est alerté maintenant sur les dangers du tramadol, du néfopam. Quid du patient qui arriverait avec ces traitements dans le traitement chronique? Est-ce que du coup, c'est le moment de les arrêter et de passer à autre chose? Ça revient à la question que tu disais sur nettoyer les ordonnances. Ou finalement, si le patient les a déjà avec un vécu, ou en tout cas pas d'événements indésirables rapportés, on peut les continuer et faire sortir le patient avec les médicaments sur l'ordonnance? Bon, alors le tramadol, ça fait partie des médicaments qu'il faut surtout prendre le temps de sevrer très 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 progressivement. Donc on ne peut pas l'arrêter de façon brutale. Étant donné son mécanisme d'action dont on a parlé, il est capable de générer des syndromes de sevrage extrêmement importants, et même pour des patients par exemple qui l'utiliseraient depuis des durées extrêmement courtes, parce que ça peut être à la fois un sevrage en inhibiteur de la recapture de sérotonine et un sevrage opioïde. Donc prudence et sevrage très progressif. Moi, je n'ai pas de scrupule à les utiliser s'ils sont déjà là, voire même on fait du néfopam chez des patients qui n'en ont pas, qui sont très âgés, mais on le fait avec un monitoring très très fin du délirium, parce qu'on peut monitorer le délirium en réanimation, et il faut le faire encore plus chez les sujets âgés. Et on est d'accord que sur le néfopam, c'est le glaucome aigu par fermeture de langue qui est une contre-indication, et jamais le glaucome chronique qui est pourtant le plus fréquent, et donc il faut bien vérifier cet antécédent-là. Dernière question, là, dans les quelques Il est fort, notre Marc. Il nous reste, c'est un métier. Finalement, si je synthétise un peu ce qu'il y a dans vos 4 topos, il y a des modifications pharmacocinétiques, pharmacodynamiques. Est-ce que le maître mot pour s'en sortir, c'est pas de monitorer encore peut-être davantage ces malades? Tu parlais de la vitesse d'injection, peut-être qu'en fait il faut, au-delà de la vitesse sur le pouce seringue, titrer et peut-être démarrer des cibles plus basses et monter, prendre son temps, utiliser du monitoring de sédation, d'analgésie. Un petit mot peut-être de vous 4 pour finir là-dessus. Est-ce qu'on monitore davantage peut-être encore ces malades pour les protéger? On monitore comme tout le monde et on fait encore plus près d'eux parce qu'ils sont plus fragiles. Et qu'ils ont une marge thérapeutique étroite.
Oui, et surtout, je pense que le mot réactivité me semble être le plus important parce que le contexte périopératoire est par définition très fluctuant. Et on optimise la médecine périopératoire, c'est l'enchaînement du patient au cours de son trajet et de son séjour. Donc l'ALR, c'est un élément fondamental. La cinétique, on l'a vu, la titration, l'anesthésie générale. Donc voilà, on est là pour, on l'a vu dans tous les quatre, on a donc tous intervenu pour dire que le patient, il va bénéficier de nos stratégies en s'adaptant à lui. Eh ben, merci à tous d'avoir un dernier mot. Donc, Pardon, excuse-moi. Prenez votre temps. Ne vous interdisez presque rien. Prenez votre temps, titrez et monitorez. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci Valérie. Merci à tous d'avoir suivi cette session que j'espère que vous avez trouvé comme nous très très intéressante. N'hésitez pas à la regarder en replay, à continuer peut-être à poser vos questions, à aller voir d'autres sessions qui ne manqueront pas dans les congrès de la SFAR ultérieurs sur cette thématique ô combien d'actualité. Bonne fin de e-congrès à tous et merci de votre attention. Au revoir.